France. Est-ce difficile d'être un homme en 2019? Le mouvement MeToo a libéré une vague historique de dénonciations par un grand nombre de femmes victimes d'agressions ou d'inconduites sexuelles qui auraient été commises par des hommes. Une prise de contrôle sans précédent des femmes sur un monde encore en grande partie dominé par les hommes. Cette vague a bouleversé une fois de plus les rapports hommes-femmes. Plusieurs hommes se disent en perte de repères. Ils ne savent plus quelle est leur place, comment agir, comment être un père, comment draguer. Certains radicaux masculinistes rejoignent même les incels, une communauté d'hommes célibataires frustrés. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui a perpétré l'attaque au camion bélier à Toronto, tuant 10 personnes. Au Québec, les hommes représentent plus du 3/4 des suicides. Le taux de décrochage est presque 2 fois plus élevé chez les garçons. Leur propension à la violence est plus grande. Certains prétendent que les hommes québécois traversent une crise majeure et ont besoin d'aide pour redéfinir leur rôle. Pour d'autres, toute cette idée de crise contribue à la victimisation des hommes qui, pourtant, dominent encore la plupart des sphères de la société. L'homme québécois est-il en crise? Faut pas non plus oublier que ça fait pas très longtemps que les femmes ont le droit de vote, que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque. Puis il faut pas non plus sous-estimer à quel point il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés de cette situation-là. Moi, je crois sincèrement que le système, graduellement, année après année, a montré à nos petits garçons de devenir des petites filles. Plutôt que d'apprendre comment gérer les émotions, comment dealer avec sa vulnérabilité, on apprend plutôt à refouler tout ça. Ce qui, souvent, sort, à un moment donné, en agressivité et en violence. Je vous raconterai pas c'est quand ma première relation sexuelle, mais c'est plutôt tardif et je comprenais pas trop comment aborder les femmes. Mais je pensais pas prendre un véhicule puis foncer sur des piétons dans la rue, là, c'est absurde. Plus on croit que la vraie masculinité, le vrai homme, c'est le gars qui est tough, c'est l'homme qui est le dominant. Un homme, par exemple, ça lit pas, c'est pas intellectuel, c'est plus physique, etc. Plus on adhère à ça, plus on risque de décrocher de l'école. Le fer de lance pour la masculinité, pour arriver à autre chose, c'est de s'attaquer justement à ce mythe de la virilité-là. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Zone Franche. Ce soir, nous parlons de masculinité. Après 40 ans de lutte féministe, certaines personnes considèrent que l'homme traverse actuellement la pire crise de son histoire. Et voilà pourquoi on s'est dit ce soir à Zone Franche, on va s'intéresser à l'homme québécois et on va se poser ensemble la question, est-il en crise? Alors, pour bien savoir où logent nos invités de ce soir, je vais vous demander à chacun une petite définition de ce que vous pensez par rapport à cette question. Raël? Oui, Éric Couteau, vous êtes travailleur social, chercheur de la condition masculine. En une phrase, l'homme québécois est-il en crise? Bien, l'homme québécois est en crise, ça dépend de quelle crise on parle. Si c'est une crise pour retourner à d'anciens modèles, on va dire conservateur. Pour moi, non, l'homme n'est pas en crise. C'est pas dans cette direction-là qu'on doit aller. Je pense qu'on est à redéfinir les rôles masculins avec tout ce qu'on a vu dans le topo d'ouverture. Et effectivement, dans ce contexte-là, certains hommes se voient en crise, en perte de repères, éprouvent des grandes détresses. Et, en mon sens, c'est à cet endroit-là qu'il y a une crise. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, Éric. Lise Bilodeau, vous êtes présidente fondatrice de l'Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec. Oui. L'homme québécois est-il en crise? Pour moi, personnellement, quand on dit crise, ça laisse suspecter, ça laisse présager que l'homme en soi, ça va pas, psychiquement, psychologiquement. Moi, personnellement, étant une femme de terrain, j'ai le sentiment que les hommes sont en réaction. En réaction de quoi, vous allez me dire? En réaction sur les 2 décennies qu'on vient de traverser, sur leur métamorphose. Ils se sont métamorphosés sur nos demandes, nous, les femmes. Il y a une évolution. Oui, tout à fait. Merci. Steve Gagnon, comédien et auteur, l'homme québécois est-il en crise? Bien, on est enfin à déconstruire l'immense structure du patriarcat, ce qui fait que l'homme a besoin de défaire et de retrouver, de défaire, de réapprendre des comportements, des réflexes qui persistent depuis 10 000 ans, plus de 10 000 ans. Alors oui, il y a une crise. Merci, Steve. Francis Dupuy-Derry, vous avez écrit justement un ouvrage qui s'intitule la crise de la masculinité, l'autopsie d'un mythe tenace. Donc, pour vous, c'est un mythe, cette crise de la masculinité? Oui, pour moi, c'est probablement la plus vieille fake news, la fausse nouvelle. J'ai retrouvé des traces de ce discours de la crise de la masculinité à Rome dans l'Antiquité.
dans les 500 dernières années en Occident. Et maintenant, on peut trouver ce discours de la crise de la masculinité partout sur la planète, dans les 3 grandes religions, dans des pays où vraiment les féministes ne semblent pas avoir pris le contrôle. Et pour moi, c'est vraiment un discours, une sorte de panique morale pour victimiser les hommes et critiquer, en fait, les femmes et les féministes. Denise Baillargeon, vous êtes historienne à l'Université de Montréal. Pour vous, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de crise de la masculinité au Québec. Non, tout à fait. Je partage l'avis de mon collègue Francis Dupuis-Déry. Il n'y a vraiment pas de crise. Je pense que le pouvoir n'a pas encore vraiment changé de main et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes pour arriver à l'égalité. Guillermo Agesta, vous êtes enseignant, entre autres, d'éthique et culture religieuse au secondaire. Est-ce qu'il y a une crise de la masculinité au Québec? Pour moi, non. Il n'y a pas de crise de la masculinité parce que la masculinité gueule encore haut et fort partout au Québec. Depuis l'avènement du mouvement MeToo, on entend dire que les hommes ne savent plus comment agir, comment se comporter, comment draguer, qu'ils sont étouffés par le féminisme, entre autres. Alors on va se demander si l'homme québécois vit actuellement une crise. Lise Bilodeau, je me retourne vers vous, encore une fois. Vous dites que l'homme traverse une crise existentielle. Moi, je vous dis qu'il est en état de choc, étant donné que je suis une femme de terrain depuis 20 ans et que je reçois, bien sûr, ces papas-là chez moi avec leur nouvelle conjointe. J'ai le sentiment personnel, c'est personnel, que les hommes sont en état de choc, vivent un questionnement absolument incroyable parce qu'ils ne se retrouvent plus. Qu'est-ce que je veux d'eux? Qu'est-ce que je ne veux plus d'eux? On ne drague plus, on ne courtise plus, on ne touche plus. Alors, moi, je pense sincèrement que la majorité des hommes, et ce n'est pas pour les victimiser du tout, je n'ai pas de lunettes roses, mais je pense que la majorité des hommes vivent un inconfort. Mais Éric Couteau, vous, ce que vous dites, puis vous enseignez en travail social, où il n'y a pas beaucoup d'hommes, d'ailleurs. C'est difficile pour les hommes d'aujourd'hui de se retrouver dans le modèle de gars qu'on leur présente. Mais en fait, c'est la première question à la base qu'il faut se demander, c'est ce qui distingue un homme d'une femme. Est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est quelque chose qui est socialement construit? Puis, dans la société, on a tendance à associer la notion de crise de la masculinité avec l'idée que le genre est biologique. C'est quelque chose qui fait partie de nous, qui est intrinsèquement dans notre nature. On est homme, on est femme, et ça va amener les hommes et les femmes à adopter certains rôles. Or, on a vu que ce discours-là, il est problématique à plusieurs niveaux. Donc, à partir du moment où la masculinité, on arrive à définir que c'est un construit. Évidemment, c'est un construit qui amène à jouer des rôles différents, à avoir un accès différent au pouvoir social. Et pour moi, si on veut arriver à une égalité entre les hommes et les femmes, il faut que oui, à la fois, les femmes puissent avoir accès aux sphères de pouvoir, avoir l'équité salariale et tout, mais il faut aussi se poser la question, dans des rôles, on va dire, typiquement plus féminins, qui ont été l'apanage des femmes pendant si longtemps, c'est comment les hommes s'intègrent là-dedans, c'est quoi la place qu'ils ont envie de jouer, c'est quoi leurs compétences, et est-ce que, si on prend par exemple la parentalité, est-ce qu'on considère que un père et une mère, il y a un parent qui est plus compétent que l'autre, il y a un parent qui est le parent principal par rapport à l'autre. C'est un peu comme regarder, en fait, le revers de la charge mentale. Si je peux rebondir là-dessus, oui, j'ai vraiment quand même besoin d'emblée de spécifier que l'homme n'est pas victime du féminisme, il est victime du patriarcat, comme les femmes le sont aussi. C'est-à-dire que ça, c'est une nuance importante parce que je ne pense pas que le féminisme a amené l'homme là où il est, c'est-à-dire en crise. Je pense que c'est le patriarcat qu'on remet en question, avec raison, qui fait que tout d'un coup, ce qui a été appris il y a même 10 000 ans, parce qu'on peut même remonter jusqu'au néolithique, pour prouver que cette espèce de besoin-là à l'époque de se reproduire, qui était un besoin de survie, a amené l'homme à devoir dominer ou à avoir une femme qui lui appartienne pour pouvoir se reproduire. Et donc, le patriarcat a commencé là comme ça, c'est-à-dire avec ce rapport de domination-là de l'homme sur la femme parce qu'elle devait lui appartenir. Alors, il faut défaire ça. Denise Baillargeon, je voyais réagir au propos de Steve sur l'origine du patriarcat. Oui, alors je pense que l'origine du patriarcat, personne n'en sait rien, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'âge des cavernes, on ne sait pas vraiment comment la société était organisée. La répartition des rôles hommes-femmes, on en déduit certaines choses à partir d'études archéologiques, anthropologiques, etc. Mais on n'a aucune certitude. Alors, j'hésiterais à
à projeter la question des rapports hommes-femmes aussi loin dans le temps parce que, à mon sens, on n'a pas de preuves suffisantes. Oui, mais pour peu asseoir, importe, il faut comprendre que tout ça, c'est de la construction sociale. Ça, Ce n'est on pas s'entend du domaine là-dessus. biologique ou inné. On C'est ça. apprend nos genres. On s'entend là-dessus, mais quand on parle de crise de la masculinité, c'est qu'on parle aussi de la féminité, même si on ne le dit pas clairement, parce qu'en fait, la masculinité et la féminité, c'est deux constructions sociales qui sont interreliées. Ça se construit ensemble, pas séparément. C'est une question qui est liée au genre, mais Francis, vous l'avez dit tantôt, vous parlez d'un discours de la crise de la masculinité. Donc là, il n'y a même pas de crise, il y a un discours. Moi, je me demande... Donc, s'il y a un discours, c'est que quelqu'un le rédige avec un but derrière. C'est Oui, qui rédige ce discours? Tout à Pourquoi? fait. Mais en fait, c'est généralement, dans la recherche que j'ai faite, quand je remonte là, sur 400-500 ans en Occident, puis quand je regarde à l'extérieur de l'Occident ou à l'extérieur du Québec, le discours de la crise de la masculinité, il est très souvent porté par des hommes plutôt privilégiés, en fait. C'est pas nécessairement des chômeurs ou des sans-emploi qui se lamentent en disant que c'est difficile d'être un homme. Ils disent que c'est difficile d'être chômeur, par exemple, mais, ou d'être sans-emploi, mais c'est pas comme ça qu'ils le disent. Et on peut avoir des discours de crise. Évidemment, un discours de crise qui dure 500 ans, c'est absurde. On ne peut pas être en crise pendant 500 ans. Une crise, c'est censé être momentané. On appelle ça la situation normale. Mais en fait, dans un discours de crise, on peut évidemment avoir des crises publiques qui n'ont pas de fondement concret, mais qui ont quand même un effet sur la réalité sociale. Parce que quand on dit il y a une crise, nous souffrons, bien, ça interpelle les gens, ça fait qu'il y a des émissions spéciales, ça fait que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des ministres, des chroniqueurs se penchent sur la question des hommes depuis 10, 15, 20, 30 ans au Québec, qu'on fait des dossiers spéciaux. Et puis, évidemment, la crise, il y a une cause à la crise. Donc, quand c'est la crise du verglas, il n'y a personne qui est vraiment très pour le verglas. Là. C'est pas, tout le monde est pas mal d'accord que le problème, c'est le verglas. Mais quand on dit que c'est la crise de la masculinité, curieusement, on pointe en fait vers les femmes qui veulent vivre selon des modèles qui ne sont pas conventionnels. On pointe évidemment aujourd'hui vers les féministes. Et donc, on cherche la cause de la crise et on les accuse. Et on redit nécessairement qu'est-ce que devrait être une situation normale. Et ça, c'est une proposition de consolider ou de protéger ou de revenir à des modèles inégalitaires. Mais je m'excuse, c'est pas du tout la crise devant laquelle on se trouve présentement. C'est pas de revenir à des anciens modèles. Au contraire, vous disiez que depuis 500 ans, l'homme est en crise, que ça se peut pas une crise de 500 ans. Moi, je pense qu'au contraire, ça se peut que l'homme, depuis 500 ans, soit en crise. Vraiment pas. OK, mais mettons, si je continuais, là, qu'est-ce que ça donnerait, Non, ma mais phrase? Juste comme peut-être qu'il y en a qui sont curieux de savoir ce Oui, que... mais moi, je suis curieux, mais je veux juste vous rappeler, au 19e siècle, là, vous êtes conscient de la situation des hommes et des femmes. Il y a des hommes qui disent les hommes sont en crise parce qu'il y a, par exemple, une première femme qui rentre à la faculté de médecine en France. Ça provoque une crise chez les hommes. Et ils sont pas solides, les hommes, là, quand même, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si depuis des milliers d'années, on apprend que virilité et masculinité correspondent à dominance, dominer les autres, dominer la femme et se dominer soi-même, dominer ses émotions, dominer sa sensibilité, ça se peut très bien que depuis 500, 2000 ans, il y ait des hommes qui vivent mal avec cette espèce de paradoxe-là de devoir être fort en posture de domination et de sentir pourtant qu'à l'intérieur d'eux, c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a quelque chose qui bouille et qui devrait émerger, qu'ils doivent retenir. Je suis certain qu'il y a des multimillionnaires, des chevaliers, des samouraïs, des généraux, des héros de guerre, des champions de football multimillionnaires qui trouvent ça difficile, leur situation. C'est pas facile. Il y a du stress, c'est compliqué, ça change leur rapport interpersonnel. Mais franchement, ils ne sont pas en crise, c'est pas des victimes. Lisa, Francis, vous parlez de champion de football, ça me donne une belle passerelle vers le prochain segment parce que crise ou pas, il y a des hommes qui vivent des mouvements difficiles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plus nombreux qu'avant à en parler publiquement. Et parmi eux, il y a l'ex-joueur de football Étienne Boulay. Je vous propose de l'accueillir au centre du cercle pour écouter son témoignage avec Isabelle. Je me souviens qu'étant jeune, je l'ai vu pleurer une fois. Mon père, ça a duré à peu près 3 secondes d'écart, tout refoulant dedans. Pendant longtemps, j'ai fait la même chose aussi. Zone franche. Zone franche. Étienne Boulay, merci beaucoup d'être là, Étienne. Merci de l'invitation. 3 Coupes Grey, 2 avec les Alouettes, 1 avec les Argonauts de Toronto. Oui, avec l'ennemi de l'autre côté, oui. Oui. C'est un gagnant. Les gens avaient de toi une image de gagnant. Ouais. Tu l'étais un peu moins dans la vie, dans ta vie personnelle, mais longtemps, tu as tenu cette façade. Oui, pour plusieurs raisons. En fait, tu sais, je ne sais pas si c'est à cause que je suis un gars. Je pense que, bon, j'ai été élevé par un père typique qui parlait pas beaucoup de ses émotions. Il a beaucoup évolué, lui aussi, de son côté, avec l'âge, évidemment, mais... je me souviens qu'étant jeune, je l'ai vu pleurer une fois. Mon père, ça a duré à peu près 3 secondes d'écart, tout refoulant dedans.
Pendant longtemps, j'ai fait la même chose aussi, puis j'entends un peu les réactions dans la salle. Je pense que ça rejoint quand même plusieurs personnes des générations d'avant. Puis évidemment, en baignant dans le monde du football, c'est un sport qui est tough, qui est dur, où il faut que tu sois un peu une espèce d'Iron Man, puis il faut pas que tu laisses montrer de faiblesse un peu. Alors, tout ça mis ensemble a fait en sorte que quand est venu le temps d'aller chercher de l'aide, je l'ai pas fait. J'ai pensé que j'étais capable de ça. Ouais. Tu as pensé que tu pouvais régler tes problèmes? En fait, avant même de penser les régler, j'ai pas voulu en parler non plus, parce que c'est une combinaison de choses dans mon cas. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à généraliser. C'est super intéressant ce que j'entends depuis tantôt. Puis j'essaie de me dire quelle position j'ai envie de prendre. As-tu une crise ou il n'y en a pas de crise de la masculinité? J'entends un point, puis là, on dirait que je sais d'un côté comme de l'autre. Mais, tu sais, le sport du football est un sport tough. Le fait que je sois un gars qui a été élevé par un papa qui est un papa aimant, qui a été présent, mais qui était d'une certaine façon. Le fait aussi de la vie publique, où tu n'as pas non plus nécessairement envie d'aller dévoiler au grand jour les problèmes que tu as ou les difficultés que tu connais. Et le fait de gagner. Le fait de gagner, c'est une pression, ça aussi. À chaque fois que je faisais quelque chose, publiquement, c'était bien perçu, c'était du positif. Alors là, d'aller... Dire j'ai des problèmes d'alcool, oui, j'ai des problèmes de drogue, j'ai besoin d'aide. Ça fonctionnait pas, ça fitait pas. Qu'est-ce qui a été le déclic, Étienne? Ça a été très, très long. J'ai commencé par... j'ai eu des interventions des amis, des proches qui m'ont vu aller, qui m'ont suggéré d'aller en thérapie. J'ai dit oui au début. La vérité, c'était pour acheter la paix. Je dis, regarde, j'ai pas envie de m'obstiner avec eux autres. Je vais aller, ils vont se la fermer. Je vais prouver aux employeurs aussi que, regardez, j'ai fait des démarches pour aller mieux, regarde, puis c'est réglé. Mais c'est quand j'ai été vraiment tanné pour moi. Ça a été des chutes et des rechutes pendant 6 ans. Est-ce qu'il y a assez d'aide, tu penses, pour les gars au Québec? On dit qu'il en manque des ressources. Moi, j'ai de la difficulté à dire qu'il manque de ressources. Je pense que le problème est moins dans les ressources que dans le fait que les gars font pas le move. Puis une des raisons pour laquelle je diffuse le message, évidemment, c'est pour le grand public, gars, filles, hommes, femmes, peu importe l'âge, mais je cible particulièrement les hommes et les garçons pour leur dire que c'est pas parce que tu parles de tes problèmes, c'est pas parce que tu les confies à quelqu'un, c'est pas parce que tu te permets de brailler le soir quand tu files pas que t'es moins tough, que t'es moins gars. Puis aujourd'hui, tu sais, ça fait ce message-là, je le véhicule depuis plusieurs années maintenant, puis je me sens pas moins tough, je me sens pas moins masculin dans qui je suis. Au contraire, tu sais, le parallèle que je fais souvent, c'est de dire j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière. J'avais des coéquipiers qui venaient m'aider. Puis c'est pas vrai que je suis capable de tout faire tout seul aujourd'hui. Donc, je m'outille, je m'entoure de gens qui sont capables de m'aider à progresser. Puis moi, la vérité, c'est que je le suis tough, mais je suis aussi un peu momoune. Tu sais, puis je suis un émotif, passionné, intense. Ça vient avec des super bons côtés. Puis il y a des journées où je file moins. La différence, c'est qu'aujourd'hui, puis je suis pas parfait là, dans mes réactions. Puis encore, des fois, tu sais, ça va m'arriver de filer émotif, puis je vais essayer je vais me bloquer. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, fait que je me permets d'aller là maintenant plus qu'avant. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Isabelle. Merci parce que tu fais. D'éducation. Est-ce que l'école a un problème avec ses garçons ou c'est les garçons qui ont un problème avec l'école? Toujours est-il qu'il y a un écart important de diplomation entre les gars et les filles. Par exemple, les filles, on sait, au secondaire, obtiennent leur diplôme. 71 d'entre elles finissent leur secondaire 5 dans les temps, comparativement à 57 des garçons. C'est 14 d'écart. C'est vraiment loin d'être marginal. Fait qu'on va se poser la question, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les garçons décrochent vraiment plus que les filles? Denis, je me tourne vers vous parce que vous êtes historienne, vous êtes un professeur aussi. Oui. Vous avez une réponse à cette question que tout le monde se pose? Bien, je pense que c'est d'abord un écart qui est historique, c'est-à-dire qu'aussi loin qu'on recule dans le temps, ça a toujours été le cas. Il y a 500 ans, les garçons décrochaient. Il n'y a peut-être pas 500 ans, je n'oserais pas aller jusque-là, mais en tout cas, au Québec, dans les 100 dernières années, on constate toujours ce même écart. Donc, ça, c'est comme une constante. En tout cas, c'est un phénomène qu'on observe depuis très longtemps, mais ça s'explique de multiples façons, et notamment, ça s'explique par le fait que les garçons ont plus facilement accès à des emplois sans être diplômés, à des emplois, j'entends, qui peuvent être même des emplois assez rémunérateurs.
On pense aux emplois dans la construction. On pense aussi au camionnage, par exemple, qui de nos jours est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont livrées par camion. On a un grand besoin de camionneurs et ça ne demande pas un diplôme de secondaire 5 pour être camionneur. Et les garçons qui le deviennent vont faire un salaire qui est quand même relativement respectable. Alors, donc ça, c'est un premier phénomène. Mais il y a des études aussi de Pierrette Bouchard et de Jean-Claude Saint-Amand qui ont bien montré que plus on adhère aux stéréotypes de genre, masculin ou féminin, plus on décroche de l'école. Et ça, c'est vrai autant pour les garçons que pour les filles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez un petit peu. C'est-à-dire, plus on croit que la vraie masculinité, le vrai homme, c'est le gars qui est tough, c'est l'homme qui est fort, c'est l'homme qui est le dominant, c'est l'homme qui se coupe de ses sentiments, etc. Plus on adhère à ce genre de stéréotypes masculins, c'est un homme, par exemple, ça ne lit pas, c'est pas intellectuel, c'est plus physique, etc. Plus on adhère à ça, plus on risque de décrocher de l'école. Et de la même façon, pour les filles, plus une petite fille va penser que son rôle dans la vie, c'est d'être une ménagère, une mère au foyer, etc., plus elle va avoir tendance à décrocher. Donc, toutes ces expériences que l'on fait ou que l'on a tentées dans le passé d'adapter l'école aux garçons, supposément pour répondre à leur masculinité, bien, ça a exactement l'effet inverse, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, finalement. Moi, j'irais même jusqu'à ajouter que dans la socialisation masculine, il y a un élément qui est fondamental, duquel on n'a pas encore parlé, c'est l'idée du rejet du féminin. Si je suis le dominant, il faut que je rejette tout ce qui est féminin. Donc, ça veut dire que si les filles sont bonnes à l'école, sont attentives, si le système est soi-disant fait et pensé pour les filles, bien, il ne faut pas que je rentre là si je veux prouver ma masculinité. L'idée de la masculinité, c'est toujours de devoir prouver, de démontrer sa force, son invulnérabilité. Puis ça aussi, ça joue quand vient le temps de parler d'éducation puis de persévérance scolaire. Lise, vous Oui, réagissez moi, depuis tantôt. Vous avez envie de vous exprimer là-dessus. Justement. Moi, je n'ai pas tout à fait la même perception. Ayant un certain âge, je ne vous le cache pas. Moi, je crois sincèrement que le système, graduellement, année après année, a montré à nos petits garçons de devenir des petites filles. Je sais que les poils vont vous hérisser, mais c'est quand même une réalité. Je suis à Québec, je le vis. Je le vis pourquoi? Parce que je suis une mamie. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on n'autorise plus les enfants à s'exprimer, les garçons à se chamailler, à se... Oui, parce qu'on veut qu'ils soient des petites filles quand ils vont à l'école. Il faut qu'ils soient sages. Ils n'ont pas le droit de jouer. Ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils fassent des dessins. Pourquoi être sage et Attendez, être madame, je continue. Laissez-moi parler. Alors, je pense sincèrement que ça a joué, ça aussi. Mais en fait, alors, je vous la pose, la question. Mais Guillermo, depuis ouais, tantôt, lui, il éduque des enfants de 12 ans. Non, mais je vais vous dire sincèrement, de un, les garçons, ils ont des modèles de décrocheurs. Il y a des décrocheurs qui ont réussi, même si le gars de Facebook qui a décroché à Harvard, eux, dans leur tête, c'est un décrocheur. Donc, Bill Gates. il y a des modèles de décrocheurs. Et de plus, c'est valorisé chez les garçons, penser à l'extérieur de la boîte. Penser qu'on est capable. Tu as une idée, go, vas-y. Donc, on valorise ça chez les garçons, on ne valorise pas du tout chez les filles. C'est pour ça que les gars, si ça leur tente plus l'école, ils vont se dire, moi, je vais réussir quand même. Ils ne voient pas ça comme un frein à leur succès. Tandis que les filles, c'est très clair. Si tu n'as pas un diplôme, tu n'arriveras pas à avoir une carrière. Mais je suis contente que vous disiez C'est ça bien. parce qu'en ce moment, au Québec, le discours qu'on entend, c'est pas ça. Il y a même une école en Outaouais qui est tellement convaincue que l'école est faite que pour les filles qu'on a dit, OK, les garçons, là, on va les mettre dans une classe à part, on va séparer les filles des gars et les garçons, on va leur faire de la robotique, de la techno, des affaires de gars, là. Puis les filles, là, mesdames, littérature. ne sautez pas, comme j'ai pu sauter. Jardinage, étude des plantes et par extension, sans doute, une coupe de recettes. Le tricot. Est-ce que ça va aider les gars, ça? Non, Est-ce qu'il y a c'est hyper quelqu'un qui peut toxique. penser que ça aide les gars? C'est dégueulasse, en fait, parce que ça vient juste endosser des vieux stéréotypes archaïques, arriérés, qui sont hyper dangereux. Ça, en ce moment... Mais ça existe, ça, là. Je sais que ça existe, c'est ça qui fait que c'est Pourquoi c'est terrible. dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Bien, parce que c'est, encore une fois, de dire, ces stéréotypes-là, ces modèles-là de genre qu'on a sont encore appropriés en 2019. Donc, en effet, les garçons allaient faire de la mécanique, puis les femmes allaient faire du jardinage. Il faut juste comprendre... D'ailleurs, je reviendrai juste à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on apprend aux hommes à se féminiser. Ça j'ai des frissons, parce qu'on n'apprend pas aux hommes à se féminiser comme on n'apprend pas aux femmes à se masculiniser. On apprend juste aux hommes et aux femmes qu'ils sont libres. Qu'ils sont libres d'être et de faire ce qu'ils veulent, d'aimer ce qu'ils veulent,
Et il n'y a pas de sexe là-dedans. Faire du jardinage n'appartient pas plus à un genre qu'à un autre. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ce que l'école en Outaouais ne fait absolument pas. Juste d'être respectueux. Je te dis, les filles capotent quand t'es respectueux. Tu respectes les limites et c'est très simple. Moi, là, c'est difficile de draguer, je suis désolé, là. Zone franche. Zone franche. Il y a quand même des données qui sont alarmantes. Les hommes se suicident 3 fois plus, décrochent 2 fois plus et sont plus enclins à la violence conjugale. D'ailleurs, lors des tueries de masse, malheureusement, la plupart du temps, l'assaillant est un homme. Qu'est-ce qui fait, on va dire, qu'on entend tout ça dans l'actualité aujourd'hui, toutes ces violences qui sont perpétrées par des hommes, au détriment souvent des femmes? Je pense qu'il faut avoir un petit peu une perspective historique parce que des ressources pour hommes, moi, en fait, comme travailleur social, c'est ma spécialisation depuis le début des années 2000. J'ai travaillé avec différentes ressources et je vous dirais que depuis à peu près 5-6 ans, on voit un mouvement un peu de redéfinition au niveau des ressources, de l'approche au niveau des hommes. Dans la culture de service, on va avoir plus tendance à reconnaître des signes de demande d'aide ou des signes de détresse qui ont une connotation, on va dire, plus féminine. Donc, le désarroi, l'impuissance, les pleurs. Et ça fait en sorte que le chemin des hommes vers les services sociaux est difficile. Pour un homme, se présenter au CLSC alors qu'il est souffrant... ou aller chez le psychiatre, comme le disait Étienne. Ou aller chez le psychiatre, c'est quelque chose qui est très, très difficile puis qui peut être interprété comme de la violence. Fait qu'il y a d'abord et avant tout un travail à faire pour rendre les ressources qui existent déjà accessibles puis ouvertes aux hommes. On va dire... je pourrais... C'est pas parce qu'ils n'ont pas le numéro de Jeunesse Écoute là, ou je sais pas quoi. Les ressources pour parler à des gens, elles existent. Puis je trouve ça alarmant là, que les hommes, OK, ça commence toujours avec la même histoire de rejet. OK, ils se sentent rejetés par les autres hommes et par les femmes. Puis c'est pas normal, je veux même pas dire, c'est inhumain de penser qu'un homme, il préfère assassiner sa femme que d'appeler l'aide. Appeler de l'aide. Puis ça, à un moment donné, il faut se suicide 3 fois plus. Ça veut dire que des fois, et souvent, ils retournent aussi l'arme contre eux-mêmes. Donc la violence, elle est énorme, qu'elle soit retournée contre soi ou contre les Mais c'est femmes. hallucinant que... Mais comment on explique cette violence? Les incels, par exemple. Oui. Ces groupes qui disent que c'est la faute des femmes, qu'on est dans un célibat involontaire. Et Non, mais ce que je veux dire, ces groupes-là, ils existent aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant ou est-ce que c'est Internet qui nous fait croire que ce discours a pris des proportions extraordinaires? Bien, le phénomène spécifiquement des célibataires involontaires et ce qu'on appelle les pick-up artists, les artistes en séduction, ça, c'est un phénomène nouveau. On peut être fier. Ça vient du Canada, d'ailleurs. Oui, du Canada anglais, cela dit. Mais on est un grand pays. On est un grand pays. Et pour moi, ça, c'est vraiment une régression malheureuse et même absurde. C'est des hommes qui disent ça peut être souffrant. Moi, ça m'a pris... Je vous raconterai pas c'est quand ma première relation sexuelle, mais c'est plutôt tardif et je comprenais pas trop comment aborder les femmes. Mais je pensais pas prendre un véhicule puis foncer sur des piétons dans la rue, là, c'est absurde. J'avais pas de la violence envers les femmes. Moi, je vais vous donner des conseils de cruise à la télé parce que je suis tanné d'entendre ça, que c'est difficile de draguer. OK? Prenez des notes. Prenez des notes. Non, c'est hallucinant. C'est pas vrai que c'est difficile de draguer. Juste d'être respectueux. Je te dis, les filles capotent quand t'es respectueux. On n'a pas de modèle où on voit que les couples, ben c'est à tous les jours qu'ils travaillent sur leur couple. Moi, j'aime bien l'image d'un feu qu'on entretient. Il faut mettre des bûches, il faut qu'on entretienne ça. Et ça peut marcher 10 ans de temps. Puis un jour, ça marche plus, mais malheureusement, il faut être 2 pour qu'un couple fonctionne. Puis s'il y en a un qui veut pas, l'autre, il veut fois 1000, ça marchera pas. Puis c'est cette frustration-là. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout abandonné pour toi, tu me quittes maintenant, t'as pas le droit de faire ça. Tu me fais souffrir, je vais te montrer comment tu me fais souffrir. Puis c'est ça l'élément clé. L'homme, il veut faire comprendre à la femme comment il souffre. Puis il pense que la raison de sa souffrance, c'est elle qui le quitte parce qu'il faisait pas la vaisselle, qu'il faisait pas le lavage. C'est plus compliqué que ça. Merci, Guillermo, d'abord pour tout ce que vous venez de dire pour les jeunes gars qui nous écoutent et même les plus vieux qui n'ont pas compris le concept. Mais vous avez mis le doigt sur un mot, puis je voulais qu'on en parle parce qu'on a parlé des ressources tout de suite comme si on avait pris pour acquis que tout de suite, le gars va chercher de l'aide. Mais à la base, il y a la souffrance. Vous venez de le nommer, là. C'est qu'à la base, il y a des gars qui souffrent.
c'est peut-être... J'aimerais juste, avant, comment ça... Oui, Qu'est-ce qui est souffrant? Il y a des hommes qui souffrent, mais il y a des femmes qui souffrent. Oui, mais je veux qu'on Est-ce parle des gars, Est-ce qu'on peut juste là? arrêter de toute façon de mettre ça en opposition? Oui, Merci, oui. Steve. Puis C'est j'aimerais pas un entendre concours des de hommes. qui souffre le plus, Voilà. de toute façon. Bon, ben, C'est on juste est que le pas thème, dans- c'est on la est- crise de la masculinité. Ça enlève rien à la souffrance, au travail qui a été fait chez Est-ce les que femmes. les gars, aujourd'hui, en 2019... souffrent beaucoup de quoi? parce qu'on leur apprend pas à gérer leurs émotions, parce qu'on leur dit ce n'est pas du domaine masculin que d'avoir une sensibilité, une vulnérabilité, que d'être fragile. Alors, plutôt que d'apprendre comment gérer les émotions, comment dealer avec sa vulnérabilité, on apprend plutôt à refouler tout ça. Ce qui amène aussi, puis ce que je m'apprête à dire n'est pas une excuse pour quoi que ce soit, mais ce qui souvent sort à un moment donné en agressivité et en violence. Et donc, d'aller chercher de l'aide, c'est comme si tout d'un coup, l'homme admettait qu'il est fragile, qu'il est vulnérable et qu'il ne correspond donc pas à ce qu'on attend de lui. En fait, c'est ce que Gary Brooks, psychologue américain, appelle le paradoxe de la demande d'aide des hommes. C'est ce rapport à la vérité, à la virilité-là, est à l'antithèse de l'implication d'aller demander de l'aide. Le problème, c'est pas l'accessibilité des ressources, puis la possibilité que les ressources puissent exister, puis que l'homme peut y aller. C'est que l'homme en vienne à prendre en considération que c'est une avenue à envisager, puis après ça, quand il se présente là, qu'il soit reçu comme on va recevoir n'importe quelle personne. Le problème, c'est que, en lien avec la socialisation masculine, il est plus susceptible d'attendre longtemps, de se présenter en crise, de ne pas être adéquat dans la façon dont il va formuler sa demande d'aide et d'être rejeté du système. Et que ces problèmes, ils datent d'il y a très longtemps aussi. Oui, mais ça fait partie de la dynamique. C'est pour ça que vous allez adorer notre prochain témoignage. C'est de toute beauté. On a justement, ici même au centre du Cercle, on va recevoir quelqu'un qui s'est organisé. C'est organisé un groupe de jeunes hommes milléniaux qui se rencontrent régulièrement pour discuter entre eux, justement. Avec Raed, on va entendre le témoignage de Harry Julmis. J'ai des psychologues aussi qui sont déjà venus à mes conversations, thérapeutes également. Ils me disent, écoute, ça fait 10 ans que je fais ça, je suis pas capable de faire mon client s'ouvrir aussi rapidement que ça. Zone franche. Zone franche. Harry Julmis, bonjour. Vous êtes cofondateur de Never Was Average, un organisme qui crée des groupes de discussion uniquement réservés aux hommes. Ça s'appelle les Brotherhood, donc la fraternité. Habituellement, quand on entend parler de safe space, c'est surtout à l'attention des femmes. Pourquoi toi, tu as voulu créer avec ton organisme des safe space uniquement réservés aux hommes? Bien, en fait, c'est aussi simple. On a commencé à créer des espaces. Nous, on les appelle des espaces positifs parce que c'est toujours un peu difficile de dire qu'un espace est 100% sécuritaire. Donc, on appelle ça un espace positif. On a commencé à créer des espaces pour les femmes. Et ce qui se partageait à travers ces conversations-là, j'étais privilégié à les écouter parler grâce au fait que je suis l'organisateur. Et ce que les femmes se partageaient entre elles m'ont touché dans un sens que je pouvais me voir à travers ces conversations-là. Souvent, il y a des commentaires qui ressortaient que les hommes, eux, ils ne veulent pas communiquer ils n'ont pas d'émotions, ils ne veulent pas parler de leurs émotions. Et moi, dans ma tête, je suis là en train de non, c'est pas vrai. Fait que je me suis dit, je voudrais vraiment créer un espace sécuritaire pour les hommes où est-ce que vraiment on va pouvoir vraiment attaquer ce stéréotype-là que les hommes ne veulent pas communiquer, que les hommes, ils n'ont pas des émotions, ils sont froids, etc. Fait que un an après qu'on a commencé les conversations pour les femmes, on a commencé les conversations pour les hommes. Et dès la première journée, c'était vraiment, on était sold out. Okay, donc, complet. c'était complet, tous les hommes. On était à peu près 25 hommes. Et c'était vraiment pour aborder justement, de créer un espace où est-ce que mensuellement, les hommes peuvent se rencontrer, discuter entre eux, connecter, partager et vraiment sur des sujets qui nous affectent tous les jours, sur ta santé mentale, que ce soit de masculinité toxique. On a même parlé justement de la sexualité positive, c'est quoi aussi également la parité des sexes. Fait que c'est vraiment une multitude de sujets qui influencent ton mental tous les jours. Et au-delà des discussions, est-ce que tu vois des comportements qui évoluent dans le bon sens, puisque tu parles de comportement positif? Est-ce que avant, après, ce serait quoi les avant et après? Je pourrais te donner plusieurs exemples. Si on prend l'exemple homme-femme, on a parlé de masculinité toxique. En fait, les hommes voulaient juste savoir quels sont des comportements appropriés en société.
Et on est venu, on a donné l'exemple, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement chacun pour créer un environnement qui est un peu où une femme peut se sentir plus en sécurité. On a donné l'exemple qu'on peut être, tu sais, il peut être 11 heures pendant la nuit, tu marches dans la rue, tu es tout seul, il y a une femme qui est devant toi, qui marche vers ta direction. Tu sais, tu peux subtilement, simplement traverser la rue, sans même qu'elle s'en rende compte que tu as intentionnellement traversé la rue. Mais en faisant ça, tu as enlevé l'anxiété que la femme peut ressentir à ce moment-là. Il fait noir, il est tard, elle est tout seule, elle a un homme devant elle. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, on essaie de rendre ça impersonnel. « Ah, mais moi, je suis un bon gars, je ne veux pas la faire du mal. » Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout par rapport à comment que la femme va se sentir. Si tu sais que tu as des bonnes intentions, c'est correct, juste traverse la rue, puis tu as fait une bonne action. Mais si tout le monde est capable de faire ça, je crois réellement que ça va créer un changement réel. L'exemple qui m'a touché le plus jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes participants. Il est venu à peu près 4 ou 5 conversations de janvier, je te dirais, à juin. Et ensuite, il est parti en voyage. Je ne l'ai pas revu pendant 3 mois. Il m'a écrit sur Instagram et il m'a écouté. Il m'a dit, écoute, je suis vraiment content que tu as créé des espaces comme celui-ci mensuellement. Je veux juste te remercier parce que ces espaces-là ont sauvé ma vie, littéralement. Et je me rappelle, il venait et il parlait pas beaucoup. Tu sais, il écoutait seulement, puis il me disait, dans cette époque-ci, je passais des moments tellement difficiles que je pensais vraiment au suicide. Mais parce que j'avais un espace où je pouvais venir et connecter avec des hommes et juste entendre des hommes parler de façon positive sur comment ils peuvent apporter des changements dans notre société, juste ça l'a donné l'espoir de juste dire non, je peux continuer. Donc, il n'est pas allé voir un thérapeute, il n'est pas allé voir une psychologue, mais juste avoir cet espace-là, ce support-là, l'a aidé pour passer à travers des moments difficiles. Tu sais, puis j'ai des psychologues aussi qui sont déjà venus à mes conversations, thérapeutes également, et ils me disent, ils sont émerveillés du fait que les participants viennent à nos conversations et ils ont une facilité de s'ouvrir à une rapidité tellement phénoménale qu'ils me disent, écoute, ça fait 10 ans que je fais ça et je ne suis pas capable de faire mon client s'ouvrir aussi rapidement que ça. Harry Juilmi, ce que tu fais avec Never Was Average, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ton point de vue. Merci beaucoup. Souhaiter qu'il y ait de plus en plus de groupes de gars qui prennent la parole comme ça entre eux, qui puissent discuter de leurs enjeux. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de l'image de l'homme québécois dans la société, dans la publicité, dans les médias. On a encore beaucoup l'archétype. Il y a la Germaine qui est souvent en train de faire la leçon à son chum un peu loser. C'est un peu tannant, ça, Steve? En tout cas, c'est tannant pour la Germaine. Oui, c'est tannant. Oui, mais ça doit vous fatiguer aussi. Ça fatigue tout le monde, je pense, ça. Mais c'est bizarre comment il y a encore ces espèces de stéréotypes-là, soit de l'homme mou, soit de l'homme fort, sexy, bon, avec la grosse montre, qui persiste. Et de l'autre côté, il y a encore ce modèle-là de la femme très sexy ou de la femme germaine. Ça résiste, ça persiste. C'est fascinant parce que pourtant, la cause féministe a largement dénoncé l'objectivation de la femme, la sexualisation, l'hypersexualisation de la femme dans la publicité. Je pense que maintenant, il faut que l'homme mène le même genre de lutte, c'est-à-dire dénonce la même chose pour que... Steve, toi, dans le cadre de ton essai, de ton ouvrage, tu es allé dans une école... Dans 2 écoles, oui. 2 écoles, pardon. Tu as demandé à 50 élèves c'est quoi pour vous l'idéal ou le modèle masculin? Ouais. C'est quoi la réponse qui est ressortie? Ben, écoute, tu sais, comme Arnold Schwarzenegger était pourtant, je pensais qu'il n'existait plus dans l'imaginaire. Moi non plus, C'est de Terminator, c'est l'élite mortelle. Mais ouais, a été nommé à plusieurs reprises, Hugo Girard, par exemple. Et moi, ce qui m'a le plus troublé, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un peu dangereux de dire qu'il n'y a pas de crise, c'est que la plupart des jeunes hommes, des jeunes garçons, en fait, entre 14 et 17 ans, à qui je demandais « Te considères-tu viril? » me répondaient presque à l'unanimité « Non ». Le fer de lance pour la masculinité, pour arriver à autre chose, c'est de s'attaquer justement à ce mythe de la virilité-là. Parce qu'essentiellement, la virilité prône un modèle souvent unique qui, oui, évolue avec le temps. On parle de la masculinité depuis tantôt comme si c'était un objet unique, alors que de plus en plus, on commence à se dire
est-ce qu'on ne devrait pas parler des masculinités, de voir qu'il y a toutes sortes de réalités, qu'on parle des hommes gays, des hommes racisés, des hommes en situation de pauvreté, des hommes immigrants, des hommes itinérants, donc toute cette diversité-là, de parler de ces conditions-là d'hommes et de voir comment les hommes, en lien avec leur socialisation, vont vivre une certaine détresse et comment la détresse est modulée par l'idéal masculin de virilité. À un moment donné, on va décloisonner et je suis convaincue que nous, les femmes, et vous, les hommes, on va être capables de vivre ensemble sans se massacrer en quelque sorte. Zone franche. Zone franche. Avant de se quitter, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer l'image de l'homme dans notre société, l'image masculine qui est projetée par plusieurs stéréotypes? Et là, on a parlé de l'école, on a parlé de la société, on a parlé des politiques, mais on n'a pas parlé aussi des parents. Steve vient nous le dire. Les jeunes, ils voient des gens au cinéma, Arnold Schwarzenegger et tout, mais ils ont leur modèle de parents, le père qui partage des tâches ménagères, etc. Qu'est-ce que c'est les parents, la solution? Et moi, je pense que j'ai comme un rêve. Moi, j'ai le sentiment que hommes et femmes, on devrait avoir un regard croisé sur l'autre. Et moi, je crois qu'on est capable de vivre ensemble. J'y crois sincèrement. Moi, je pense qu'année après année, on va tellement évoluer. On l'a quasiment tous dit ici. Vous l'avez dit aussi. Alors, à un moment donné, on va décloisonner. Et je suis convaincue que nous, les femmes, et vous, les hommes, on va être capables de vivre ensemble sans se massacrer en quelque sorte. C'est mon rêve. Moi, si je peux me permettre, il ne faut pas non plus oublier que ça fait pas très longtemps que les femmes y ont le droit de vote, que les femmes y ont le droit d'ouvrir un compte en banque. Je veux dire, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Puis il faut pas non plus sous-estimer à quel point il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés de cette situation-là. Dans la vie de tous les jours, comment tu agis avec ton petit garçon s'il pleure? Ou ta petite fille, si elle veut devenir un pompier, comment tu réagis avec ça? On a encore des réflexes très genrés. Puis ici, on se dit, est-ce qu'il y a une crise de la masculinité? Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on t'empêche de faire comme homme? Qu'est-ce qu'on empêche aux hommes de faire en 2019 au Québec? Absolument rien, sauf manquer de respect aux autres qui sont différents puis qui sont plus faibles. À part de ça, on ne demande rien aux hommes. Je m'excuse, c'est pas vrai. On empêche les hommes de faire une tonne de choses. L'exaltation, par exemple, le fait d'avoir de la joie de vivre, d'être curieux, de sentir une fleur, de dire « Mon Dieu, quel beau moment magique », ça, c'est pas du domaine masculin. On empêche des tonnes d'hommes de s'exalter, d'être curieux, on va dire il est efféminé. Oui, on va pas dire que c'est un homme qui s'assume. D'être extraverti. Donc, c'est faux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est dangereux de dire on empêche les hommes de rien faire, on empêche les hommes d'être une tonne de choses qui pourraient être... Je pense que, par contre, il faut leur apprendre à se défaire de leurs réflexes de rapport de force-domination envers la femme. Il faut leur apprendre aussi que la femme n'est plus un objet, parce qu'on a longtemps pensé ça, que c'était un objet sexuel. Oui, mais on a longtemps vu la femme comme un objet sexuel ou de reproduction. Ce n'est plus le cas. C'est arriéré de penser ça encore en 2019. Mais alors que c'est le cas, parce que plusieurs garçons se donnent comme pression d'avoir non seulement le plus de relations sexuelles possibles, mais avec le plus de partenaires différentes possibles pour se sentir viril. Arrête de poser la question des parents puis de l'éducation parentale, puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ces petits gars qui grandissent puis qui se pensent qu'il faut être macho, le père aussi qui dit « Hey, mon gars, hey, mon gars, il est pas fif, là. » Puis je le mets en guillemets, là, vous comprenez bien. Mais moi, je l'entends, ça. Ah, je l'entends beaucoup aussi. Alors, c'est pas vrai que la question est réglée, là. Ah, non, pas du tout, mais je pense que c'est à l'école. Il y a encore des gars très machos qui élèvent leurs gars en macho. Absolument. Donc, les parents sont aussi responsables. Puis si je peux me permettre, pour moi, ça, c'est un élément spécifique. C'est un élément de crise, ces éléments-là. Pourquoi? Parce que tant que ça va être là, le plein potentiel des hommes à l'atteinte du projet d'égalité entre les femmes et les hommes va être limité. Il faut qu'on déconstruise ces éléments-là, c'est essentiel. Puis si j'avais un message à dire, moi, ce que je dis souvent, c'est la masculinité qu'on devrait promouvoir, c'est laquelle? C'est une masculinité saine, plurielle, inclusive et fluide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la masculinité saine en opposition avec la masculinité toxique qui amène la compétition, la dominance. Pluriel et inclusive, ça veut dire qu'il y a une diversité de modèles d'être homme, puis qu'il y a toute une validité dans ces modèles-là. Il y a peut-être des éléments à modifier, mais il y a un fond de validité puis de positif à aller chercher. Dans le père de famille pourvoyeur, le souci de ses enfants puis de sa famille, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser vers le changement, puis juste réajuster, de dire, tu penses que c'est d'être au travail 80 heures dont tes enfants ont besoin?
OK, je comprends ça, mais peut-être qu'il devrait être là. Puis la fluidité de la masculinité, c'est de dire que la masculinité, les référents de la masculinité se transforment dans le temps et se transforment aussi au fil d'une vie. Francis, on est dans le dernier tour de Oui, table. bien, il faut se rappeler qu'on est des êtres humains et on a tout en potentiel. Et même dans la même journée. Dans la même journée, je peux être un peu ambitieux compétiteur, bagarreur. À d'autres moments, je peux être dans l'entraide, dans la sensibilité, dans le partage. C'est pas plus féminin que masculin. C'est notre potentiel humain. On est des êtres humains. Ça veut dire que tous les métiers sont pas masculins ou féminins, ils sont humains. Tout à fait. Et toutes Tout à les fait. tâches sont pas masculines ou féminines, elles sont humaines. Et je pense que si on pensait comme ça serait peut-être un peu plus agréable. Et j'utilisais le terme de fluidité. Quand on fait face à des problèmes aussi, si on a plus de cartes dans notre jeu, on va réagir plus facilement que si on a juste tout le temps la même solution. Merci beaucoup à tous nos invités. Vraiment. Ça a été vraiment une belle discussion. Un grand plaisir. Vraiment. Merci également au public qui est là en studio, d'ailleurs à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, vous vous rendez sur l'adresse de Public Cible qui apparaît quelque part à l'écran. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter sur le site de Télé-Québec en tout temps et c'est gratuit. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.